Alors, rebonjour. Alors, on va continuer. Donc, on a établi ce qu'on appelle la relation de Bernoulli. Donc, avec, je rappelle, les quatre hypothèses, fluide incompressible, parfait, dans un écoulement permanent et indépendant du temps. Alors, si je regarde tout d'abord la signification de cette relation. Alors, tout d'abord, si je cherche l'unité de la constante. Alors, l'unité de la constante, c'est bon, bien sûr, c'est des pascals, hein, c'est des pascals, ou bien si on peut écrire ça en joules, si vous voulez. Si je regarde ce terme-là, 1 demi rho v carré, on sait que l'énergie cinétique, c'est 1 demi mv carré. C'est des joules. Là, c'est 1 demi rho v carré. Donc, c'est comme si on a divisé les 1 demi mv carré par le volume. Donc, c'est des joules par mètre cube. Joules par mètre cube. Ou bien des pascals, hein, c'est la même chose. Pascal ou joule par mètre cube, c'est la même chose. Hein, vous pouvez le vérifier. Et donc, cette constante, on va la noter grand E. Et c'est grand E puisque c'est une énergie. Alors, la signification de cette relation, si vous voulez, là, vous remarquez que c'est l'énergie cinétique par unité de volume. Le ρ Gx3, c'est l'énergie potentielle due à la force du pesanteur par unité de volume. P, c'est l'énergie potentielle par unité de volume due aux forces de pression. Et donc finalement, la relation de Bernoulli, donc il traduit ce que vous connaissez déjà, c'est la conservation de l'énergie totale. Hein, si vous prenez un point matériel donc, qui est au mouvement sans frottement, on sait que son énergie cinétique plus l'énergie potentielle, qu'on appelle l'énergie mécanique ou l'énergie totale, est une constante. Et donc la relation de Bernoulli traduit finalement la conservation de l'énergie. Et donc cette constante, je vais l'appeler E, et c'est l'énergie totale par unité de volume. D'accord? Et donc la relation de Bernoulli, si vous voulez, c'est la conservation de l'énergie. Conservation de l'énergie totale. L'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, ça c'est l'énergie potentielle due au poids, ça c'est l'énergie potentielle due aux forces de pression. L'énergie cinétique plus l'énergie potentielle reste une constante, ce qui est donc normal puisqu'on a négligé les frottements. Donc il n'y a pas de transformation d'énergie en chaleur. Et donc cette quantité, elle se conserve. Donc c'est la conservation de l'énergie totale. Alors, autre écriture de la relation de Bernoulli. Alors, parfois, donc, on écrit sous une autre forme, en prenant donc ces trois termes, et je vais diviser par ρg, par le terme ρg. ρg, c'est une constante. Hein. Rho est une constante, G est une constante, et le ρg, ce qu'on appelle, je vous rappelle qu'on a déjà fait ça en statique, c'est le poids volumique. Le ρ fois G, c'est le poids volumique du fluide. Donc, j'ai P sur ρg, je peux l'écrire sous la forme P sur ρg, plus V carré sur 2G plus X3 égale à E sur ρg, et c'est toujours une constante. Alors si je regarde, donc là on a divisé par ρg, alors si je regarde l'unité de cette constante maintenant, de cette nouvelle constante, l'unité c'est la même chose que X3, donc c'est des hauteurs, c'est des mètres. Donc là, l'unité de cette constante, c'est des mètres. C'est la même chose que X3. Alors cette constante, on l'appelle donc en hydraulique H. C'est ce qu'on appelle la charge totale. La charge totale de l'écoulement. C'est E sur ρg. C'est l'énergie totale par unité de volume divisée par ρg. Et donc cette nouvelle constante, on va l'appeler H. Donc c'est la charge totale. Et donc parler de la conservation de l'énergie totale, c'est la même chose
de dire qu'on a la conservation de la charge totale. Conservation de la charge totale. Voilà. Voilà donc ce que deviennent les équations de l'air, donc les trois équations. Donc ils se transforment en une seule équation qui va lier la pression et le module de la vitesse. Et cette relation, donc cette conservation de l'énergie ou conservation de la charge, elle est très utilisée en hydraulique, dans les écoulements, dans les canalisations, puisque les quatre hypothèses de départ, fluide incompressible, fluide parfait, écoulement permanent et rotationnel, sont plausibles, ils sont valables si on utilise, si on s'intéresse aux écoulements dans les conduites. Alors je vais parler un petit peu de ces écoulements dans les conduites. On va dire le cas des écoulements des écoulements dans les conduites ou les canalisations. C'est-à-dire, je vais prendre par exemple une conduite comme ça, où la section donc il varie, quelconque. Voilà, ça c'est la section. C'est la conduite si vous voulez. Alors, je vais faire un autre schéma un petit peu pour faire apparaître le X3. On va prendre par exemple comme ça, une conduite qui a cette forme-là. Voilà. Je vais prendre une section ici, S1, à l'entrée, et on définit une vitesse moyenne V1. Et puis une section à la sortie ici, par exemple là, S2, je vais l'appeler S2, où j'ai une vitesse moyenne que je vais appeler V2. Voilà. Je vais prendre un point ici, sur cette section, un point que je vais appeler le point 1, où la pression est P1. Et la même chose ici, un point sur cette section que je vais appeler le point 2, où je suppose que la pression est P2. Alors, dans ce type d'écoulement, on a deux choses. Alors, bien sûr, les quatre hypothèses, donc on suppose qu'on a toujours les quatre hypothèses. Fluide incompressible, donc liquide par exemple, l'eau. Fluide parfait, donc on néglige les frottements, la viscosité. Écoulement permanent, indépendant du temps, et rotationnel. Alors, on a deux choses, donc on a la conservation de débit, parce que le fluide il est incompressible, c'est la conservation de la masse. Donc on a conservation de débit, V1S1 égale V2S2, et on a la conservation de l'énergie, ou bien la conservation de la charge. Donc on a deux choses. Tout d'abord, on a la conservation du débit. Car le fluide, il est incompressible. Alors, on a Vs est une constante. Donc ça veut dire, entre les points 1 et 2, on a V1S1 égale V2S2. Et donc, je peux calculer V2, si je connais S1, S2 et V1, je peux calculer V2 par la relation V1 S1 sur S2. Le but, c'est-à-dire, je suppose que je connais les conditions à l'entrée, je connais P1 et V1, je connais bien sûr les deux sections, et je veux calculer V2 et P2. Donc là, j'ai tout d'abord la vitesse V2 à la sortie en fonction de la vitesse V1. Alors, on remarque ici que S2, il est supérieur à S1. Et donc, si je regarde cette relation, si S2 est supérieur à S1, alors la vitesse V2 est inférieure à V1. Puisque S1 sur S2 est inférieur à 1. Et donc, si la section augmente, la vitesse diminue.
Alors maintenant, pour les pressions. Alors à votre avis, est-ce que la pression P2 va être supérieure à P1 ou inférieure à P1? Alors c'est ce qu'on va voir. Alors si j'applique la conservation de l'énergie, de l'énergie totale, ou de la charge, c'est la même chose, ou de la charge totale. Il suffit de diviser par OG. Donc je peux dire que P1 plus 1 demi ρ V1 carré plus ρ G x3. Alors x3 c'est l'altitude où se trouve le point 1. Et x3 c'est toujours l'axe qui est dirigé vers le haut. Comme ça. Le x3 de 1, c'est si j'appelle ça l'origine de cet axe. Là j'ai x3 du point 1, l'altitude où se trouve le point 1. Le ρg, le x3 du point 2, c'est cette distance-là, cette distance. Donc là, vous avez x3 du point 2. Et on a donc P1 plus 1 demi ρ V1 carré plus ρg x3 au point 1 est égal à P2 plus 1 demi ρ V2 au carré plus ρg x3 du point 2. On a l'énergie totale au point 1, E1, est égale à E2. D'accord? Ou bien, si vous voulez, ou si je travaille avec la charge, ou H1 égale à H2. H, c'est E sur roche. Voilà, et donc je peux déduire P2 en fonction de P1, en fonction des vitesses V1, V2 et en fonction des positions x3 du point 1 et du point 2. Alors, pour voir comment on fait la pression avec la section, est-ce que P2 est supérieur à P1 ou inférieur à P1, je vais prendre un cas particulier où les deux points ici sont sur la même horizontale. Ils ont le même x3. Alors, je vais prendre ce cas particulier, donc on va l'écrire sous forme de remarque. Un remarque. Donc, si je prends par exemple une conduite qui a cette forme-là, par exemple, comme ça. Je prends là ici l'axe de cette conduite. X3, elle est comme ça. Voilà, je vais prendre une section S1 ici, une vitesse V1. Ce point-là, je vais l'appeler le point 1, il a une pression P1. Et là, à la sortie, j'ai une autre section S2 que je suppose supérieure à S1. Et je définis une vitesse moyenne, V2, sur cette section. Le point ici, x3,1 égale à x3,2. Les deux points, je suppose qu'ils sont sur la même horizontale. J'ai x3,1 égale à x3,2. Dans ce cas particulier. Et donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai toujours donc cette relation-là. Je vais la réécrire ici. J'ai V2, puisque V1 S1 égale V2 S2. J'ai V2 donc est égal à V1 S1 sur S2. Donc avec V2 inférieur à V1. Alors, si je prends la conservation de la charge, donc ce terme-là, il s'élimine avec ce terme-là. Et donc on aura, je vais effacer ici, donc on aura P1 plus 1 demi ρ V1 carré égale P2 plus 1 demi ρ V2 carré. Alors là, pour simplifier, j'ai enlevé la flèche. Ça, c'est le module. C'est le module de la vitesse V2. Alors donc, P2 est égal à P1 plus 1 demi ρ. Alors, V1 carré
Alors je vais remplacer V2 par cette expression-là. Donc on aura V1 carré en facteur, donc 1 moins S1 sur S2 au carré. Alors ce terme-là, S1 sur S2, donc ce terme il est inférieur à 1. Il est positif si vous voulez. Ce terme il est positif. Et donc P2 est égal à P1 plus quelque chose qui est positif. Donc ça veut dire que P2 est supérieur à P1. Donc si la section augmente, la vitesse diminue, mais la pression, il augmente avec la section. D'accord? Donc ici, la pression augmente. La vitesse, il diminue. Quand la section augmente, la vitesse diminue, mais la pression, il augmente avec la section. Et inversement, si la section diminue, la vitesse augmente, mais la pression diminue. Donc la pression, il suit toujours l'évolution de la section, contrairement à la vitesse. Ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène de Venturi en hydraulique. Phénomène de Venturi. D'accord? Alors, vous pouvez voir donc en travaux dirigés dans la série 2 beaucoup d'exercices où on a donc l'application de ça, la conservation du débit et la conservation de l'énergie ou la conservation de la charge. Alors, on continue. Je vais effacer là. Alors, une autre remarque. Alors, on va démontrer, enfin, on va établir une formule qui est très utilisée en hydraulique, ce qu'on appelle la formule de Torricelli. Formule de Torricelli. C'est une formule qu'on peut déduire à partir donc, de ce qu'on a fait ici, la conservation du débit et la conservation de la charge. Alors cette formule Torricelli, il donne la chose suivante. Si je prends un réservoir, ce qu'on appelle un réservoir de très grande dimension, par exemple un réservoir, donc ici par exemple de cette forme-là, donc qui contient un fluide incompressible, de l'eau par exemple. Un réservoir très très grand. Cette section-là, la section S, est très grande. J'appelle cette section grand S, très très grande, un réservoir donc rempli d'eau, rempli d'un fluide incompressible. Un liquide par exemple. Bon là je vais étudier par exemple l'eau. Et imaginons qu'on va faire une petite ouverture ici, par laquelle va sortir un jet d'eau. De l'eau, par exemple, avec, je vais appeler ce point ici à l'extérieur M, et le fluide, l'eau, va sortir avec une vitesse que je vais appeler V. Et la question c'est, comment calculer cette vitesse V? Alors, il va être donc calculé par ce qu'on appelle la formule de Torricelli. Alors je suppose ici que cette ouverture-là, il admet une petite section petit s, très inférieure à grand S. Il y a une petite ouverture négligeable devant grand S. Alors, si j'appelle un point A sur la surface libre ici, là c'est l'air, j'ai l'air ici, là j'ai l'air. Si j'appelle ici le A, le point sur la surface libre, je vais l'appeler A. Alors si j'applique la conservation de débit, j'ai VA fois S fois grand S est égal à V fois petit s. Conservation du débit. VA, c'est la vitesse, si vous voulez, de la surface libre ici, VA. Alors je vais appeler cette distance, j'appelle ici cette distance H, entre l'axe de cette ouverture et la surface libre. Alors là, on va faire donc une hypothèse.
Alors, puisque la section grand S, il est très supérieur à petit s, est très très grande, à la petite section, il est très très petite, alors je peux faire l'hypothèse suivante, je peux négliger cette vitesse VA devant V. Hein, ceci me permet de dire que VA est très très inférieur à V, la vitesse à la sortie ici. Et à la limite, je peux dire que je peux prendre que cette vitesse VA, je peux la prendre comme étant une vitesse nulle. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse des réservoirs de très grande dimension. C'est-à-dire la surface libre, pendant que je fais la mesure de cette vitesse V, je suppose que la surface libre ne s'est pas déplacée vers le bas. Et donc la vitesse VA, je peux la prendre à peu près nulle. Et donc ça veut dire H, cette hauteur-là, est une constante. Alors on appelle ça l'hypothèse des réservoirs de très grande dimension. De très grande dimension. Alors, la hauteur de l'eau est à peu près égale à 0. C'est-à-dire que la vitesse VA ici, on va la négliger devant la vitesse V, et à la limite, on va la prendre comme une vitesse nulle. Voilà, donc ça c'est à partir de la conservation du débit. Alors si je prends la conservation de l'énergie, j'ai PA plus 1 demi ρ VA carré plus ρ G x3 du point A. Alors bien sûr, l'axe x3, il est toujours dirigé vers le haut, est égal à P au point M, la pression ici au point M, plus 1 demi ρ V carré, la vitesse au point M que j'ai noté V, plus ρ G x3 du point M. Alors, la pression au point A, c'est la pression atmosphérique. La pression au point M, à la sortie ici, c'est la pression atmosphérique. Donc, j'ai PA est égal à PM. C'est la pression atmosphérique. Voilà. Et qu'est-ce qu'il reste? Donc, VA, il est nul. L'hypothèse des réservoirs de très grande dimension. Et donc, on a la relation suivante. On a la relation suivante. Donc, 1 demi ρ V carré est égal à ρ G x3 du point A moins x3 du point M. Et x3 au point A moins x3 au point M, c'est cette hauteur h. Donc ça, c'est h. Voilà, et on a 1 demi ρ V carré égal à ρ GH, ce qui nous donne la vitesse est égale à 2 fois la racine de 2 fois GH. Voilà donc comment calculer la vitesse à la sortie, ici à la sortie de ce jet-là, à travers cette section, si j'ai un réservoir de très grande dimension. Donc je peux dire que V, c'est à peu près, c'est pas exactement la valeur, mais c'est à peu près la racine de 2GH. C'est ce qu'on appelle la formule Torricelli. Formule de Torricelli. Et elle est très utilisée en hydraulique. Torricelli. Torricelli, c'est un Italien, c'est un mécanicien qui a travaillé beaucoup en mécanique des fluides avant Bernoulli. Il a constaté cette relation expérimentalement, il a établi expérimentalement, et après, quand Bernoulli est arrivé, donc on a pu démontrer cette expression, cette formule, en se basant donc sur cette hypothèse-là. L'hypothèse de réservoir très grande dimension, je néglige, si vous voulez, la vitesse de la surface libre VA devant la vitesse de sortie. Et je peux donc calculer la relation, la vitesse de la sortie du G par cette relation. La racine de GH, il ne dépend que de H, que de la hauteur de l'eau. Alors, on continue.
Alors maintenant, on va réécrire la relation de Bernoulli dans le cas où le fluide traverse une machine hydraulique. Alors une machine hydraulique, il y a deux sortes de machines hydrauliques. Il y a ce qu'on appelle les pompes, une pompe, ou bien les turbines. Donc relation de Bernoulli. Quand le fluide traverse une machine hydraulique. Alors une machine hydraulique, donc il y a deux sortes de machines hydrauliques. Il y a ce qu'on appelle les pompes et ce qu'on appelle les turbines. D'accord, donc je vais faire un schéma ici. Voilà, j'ai une conduite quelconque. Voilà, donc il y a un écoulement à l'intérieur. Et puis je suppose que entre l'entrée et la sortie, j'ai une machine hydraulique. Hein, entre ici l'entrée que je vais appeler par exemple S1. Donc une vitesse V1 moyenne. Un point ici où j'ai la pression P1. Et à la sortie là, j'ai une section que je vais appeler S2 avec une vitesse moyenne V2. Et j'ai un point ici 2 où j'ai la pression est égale P2. L'axe X3 est toujours dirigé vers le haut. D'accord, et donc entre les deux sections, j'ai cette machine, une pompe et une turbine. Alors, tout d'abord, le fluide il est incompressible, donc j'ai toujours la conservation du débit. J'ai toujours V1S1 égale V2S2. Un fluide incompressible. Donc j'ai V1S1, c'est toujours égal V2S2. Conservation du débit. Alors, si je calcule l'énergie totale au point 1 et à l'entrée, et l'énergie totale ou bien la charge totale à la sortie, j'ai E1 est égal à P1 plus 1 demi rho V1 carré plus rho G X3 du point 1. Et H1, si vous voulez, entre parenthèses, H1, la charge, c'est E1 sur rho G. À la sortie, l'énergie totale par unité de volume, c'est P2 plus 1 demi rho V2 carré plus rho G X3 du point 2. Ou la charge totale, H2, je peux la calculer par la relation l'énergie totale par unité de volume, O2, sur rho G. D'accord? À l'entrée, à la sortie. Alors, s'il n'y avait pas de machine hydraulique entre E1 et 2, j'ai la conservation de l'énergie. E1 égale à E2 ou bien H1 égale à H2. Alors maintenant, il y a une machine hydraulique. Et donc, E1, c'est différent de E2. Alors, on va distinguer les deux cas. Tout d'abord, si je prends les pompes. Je suppose que le fluide traverse, avant de passer à la section 2, avant de sortir, si vous voulez, il traverse une pompe. Alors une pompe, qu'est-ce qu'il fait, une pompe? Il donne de l'énergie au fluide. D'accord? Quand le fluide traverse une pompe, la pompe, donc, il est alimentée d'extérieur, électriquement, et donc il va donner de l'énergie au fluide. Et donc à la sortie ici, le fluide aura une énergie E2 qui est supérieure à E1. Hein, on va l'écrire ici. Hein, on va dire que la pompe fournit de l'énergie au fluide. D'accord? Et donc, E2 est supérieur à E1. Hein, ou H2 est supérieur à H1. Alors, on va écrire, supposons que j'ai E1
est égal à E2 moins une certaine quantité positive que je vais appeler E pompe. E pompe, donc c'est l'énergie par unité de volume, c'est toujours des joules par mètre cube, fournie par la pompe au fluide. Énergie fournie par la pompe au fluide. Ou bien, si j'écris ça en fonction de la charge, j'ai H1 est égal à H2 moins une certaine quantité que je vais appeler H pompe. Et H pompe, c'est E pompe divisé par Roche. D'accord? Regardez comment on écrit la relation de Bernoulli quand le fluide traverse une pompe. L'énergie totale par unité de volume E1 à l'entrée est égale à l'énergie totale à l'extérieur par la sortie E2 moins E pompe. On a E2 supérieur à E1. Alors dans la pratique pour les pompes, comme vous l'avez remarqué, on ne parle pas de l'énergie d'une pompe, on parle de la puissance d'une pompe. Alors on peut lier la puissance d'une pompe à E pompe. À E, puissance d'une pompe. De la pompe. P. P pompe, c'est en watts. D'accord? Dans la pratique, si vous voulez, quand on parle des pompes, on parle de la puissance de la pompe. On ne parle pas de E pompe. Mais on peut lier la puissance à E pompe. Alors, c'est en se basant sur l'analyse dimensionnelle. Là, j'ai E pompe. Le E pompe, c'est des joules par mètre cube. L'unité de E, c'est des joules par mètre cube. Je vous rappelle que le watt, c'est des joules par seconde. Alors, là. Le watt ici, c'est des joules par seconde. Alors donc, pour obtenir des joules par seconde, à partir du joule par mètre cube, il suffit de multiplier par les mètres cubes par seconde. Et le mètre cube par seconde, c'est quoi? C'est le débit volumique. Donc on va multiplier ici par Q. Alors, la relation qui est entre E pompe, la puissance de la pompe, et E pompe. Ou bien, si je veux écrire ça en fonction de H pompe, c'est en remplaçant H pompe par E pompe sur rho GH, donc c'est rho G H pompe multiplié par QV, le débit volumique. D'accord? Donc ça, c'est le débit volumique, c'est des mètres cubes par seconde. Le débit volumique. Voilà donc comment on écrit la relation de Bernoulli dans le cas où le fluide traverse une pompe. Alors, pour une turbine, ça sera l'inverse. On sait que si le fluide traverse une turbine, c'est le fluide qui fournit de l'énergie à la turbine pour la faire tourner. Et donc, à la sortie, E2, l'énergie totale du fluide, serait inférieure à E1. Donc, 2 ici. Si je prends les turbines, donc la turbine reçoit de l'énergie de la part du fluide. Donc c'est le fluide qui donne de l'énergie à la turbine. Et donc à la sortie, l'énergie totale par unité de volume du fluide serait inférieure à E1, puisqu'il va perdre d'énergie. Une partie de son énergie qu'il avait au départ, il l'a donnée à la turbine. Et donc E1, ça sera E2 plus E turbine. Voilà. Et E turbine, donc c'est l'énergie fournie par l'eau à la turbine. D'accord? Donc il y a un plus. Voilà donc comment on écrit la relation de Bernoulli dans le cas où le fluide traverse une turbine. Avec bien sûr ici, si j'écris ça en fonction des charges, H1 est égal à H2 plus H turbine.
avec H, la charge de la turbine, est égale à E, l'énergie par unité de volume de la turbine, divisé par le poids volumique ρg. La même chose, pour les turbines, donc dans la pratique, on parle de la puissance de la turbine. Et ça sera avec la même relation. La puissance d'une turbine est égale à E de la turbine fois le débit volumique. Ou bien, en fonction de la charge, la puissance est égale à ρgh turbine fois le débit volumique. Voilà donc comment on écrit la relation de Bernoulli dans le cas où le fluide traverse une turbine. Voilà, vous avez donc dans la série numéro 2 donc, toute une série d'exercices sur l'application de ce théorème de Bernoulli, surtout donc, dans les écoulements dans les canalisations, donc écoulement sans machine hydraulique, ou bien un écoulement qui traverse une pompe et une turbine. Voilà, j'espère que j'étais un peu clair. Donc essayez de regarder ça, essayez de faire les exercices, les séries 1 sur la statique, la série 2 sur la cinématique et la série 3 sur l'application du théorème de Bernoulli, et je reste à votre disposition. Voilà, bon courage et protégez-vous bien.